52 000 membres et un rôle politique assumé par 2 anciens grands maîtres. Moi, je veux bien que nous soyons les lobbyistes de la République, parce que la République, elle a des valeurs. Il se trouve que les francs-maçons n'ont pas vocation à faire du lobby pour leurs propres intérêts, mais pour les valeurs qu'ils défendent. On lutte contre une franc-maçonnerie politicienne. Bien évidemment, la franc-maçonnerie est politique, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse à la ville, elle s'intéresse à la cité, aux hommes et aux femmes. Mais dire que nous sommes dans un combat politique, non. Aujourd'hui, le patron du Grand Orient, c'est lui, José Gulino, 63 ans, et une volonté clairement affichée, avoir une influence politique. Dans l'actualité de ces derniers mois, les frères ont réfléchi au mariage pour tous, à l'euthanasie, et sont combattent toujours la laïcité avec un ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, qui a même demandé au Grand Orient de travailler à la bougie sur la morale laïque. Alors, les francs-maçons construisent-ils les fondations de notre République? À voir. Bonsoir Guy Arcizet, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous étiez jusqu'en septembre dernier grand maître du Grand Orient de France. Est-ce que si je définis la franc-maçonnerie comme l'Église et même comme la religion de la République, ça vous convient? On aimerait. Ah, c'est le but quand même. Mais c'est vraiment pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Vous savez, on peut dire que vous le fûtes sous la Troisième République. On est né quand même dans un grand courant de laïcisation de l'idée et de la pensée qui a conduit aux démocraties. Et la franc-maçonnerie s'est greffée un petit peu sur ce mouvement. Donc nous avons été, c'est vrai, de tous les combats de la fondation de la République. Vous avez des dogmes, vous avez un clergé, les frères, voilà, c'est un vocabulaire qui parle de lui-même. Et vous avez même des intégristes. Où est-ce que vous en êtes dans ce projet? J'ai l'impression que vous êtes divisés entre vous, d'inscrire la laïcité dans la Constitution. C'est un petit peu difficile dans la mesure d'abord où la France est une république laïque, on le sait très bien. Et l'inscrire d'une manière qui pourrait inscrire en même temps toutes les contradictions du territoire et la diversité aussi du territoire, ça nous paraît quand même très difficile et au moins nécessiter une réflexion qui ne serait pas dans l'aboutissement d'un truc qui ferait que la laïcité, ce serait justement le dogme de la République. Non, la laïcité, c'est la vie et la laïcité ne se résume pas à la loi de 1905. Attention. Monsieur Arcizet, le Grand Orient de France est plutôt classé à gauche. Alors du coup, réactivation des grands fantasmes, vous seriez partout vu que nous avons un pouvoir de gauche. Moi, je vous pose une question. Pourquoi est-il si difficile de savoir, je prends le cas des ministres, si un ministre est ou non franc-maçon? Si je vous demande, Stéphane Le Foll est-il ou non membre du Grand Orient, est-ce que vous pouvez me répondre par oui ou par non? Vous lui demandez à lui. Et je ne peux pas le demander à un ex-grand maître. Non, simplement parce que je veux réserver l'intimité de chacun. Vous savez, on est quand même dans une société où il y a une certaine tyrannie de la transparence et où on veut absolument savoir qui vous êtes. Moi, je suis comme Montaigne, j'aime avoir une arrière-boutique toute mienne. Surtout quand ça vous arrange. Surtout quand ça m'arrange, évidemment, mais comme nous tous. Non, mais c'est pas normal qu'on ne puisse pas savoir si, au sein de la République, certains ont des idéaux républicains et en parallèle d'autres idéaux qui peuvent influer sur leur action. Moi, je trouve pas ça normal. Vous me dites la tyrannie de la transparence, pas pour tout un chacun, mais pour un ministre, pour un président de la République, je trouve ça normal. On déclare son patrimoine quand on est élu. Pourquoi on ne déclarerait pas son appartenance à une fraternité? Si vous permettez, c'est souvent une crainte qui nous est venue de la guerre de 39-45. Parce qu'avant la guerre, c'était pas comme ça. Les francs-maçons se dévoilaient parfaitement. Les loges maçonniques mettaient leur ordre du jour dans les journaux du coin. Il n'y avait aucun problème à ce niveau-là. Depuis, c'est vrai, nous nous sommes enfermés dans une espèce de silence qui fait que nous avons une certaine crainte. Et puis surtout... Vous savez que le nazisme est moribond quand même. Hein. Nous avons quand même encore une image qui est une image un peu sulfureuse. Vous savez, il n'y a pas très longtemps... À qui la faute? Je vais vous le dire. Vous permettez? Je vous en prie. Je vais vous le dire. Il n'y a pas très longtemps, j'étais au Sénat coutumier de Nouméa, à Nouméa. Et les sénateurs coutumiers, qui sont tous des Kanaks, m'ont vu arriver avec une certaine inquiétude en me disant « Mais vous savez, vous avez des pouvoirs magiques. Moi, j'aimerais bien avoir des pouvoirs magiques. » Mais, vous avez des pouvoirs occultes, c'est pas tout à fait la même chose. On vous soupçonne de ça. Mais qu'est-ce que vous avez à répondre? Que certaines décisions fondamentales sont prises sous influence de la franc-maçonnerie, notamment votre obédience, c'est-à-dire un peu en parallèle du processus démocratique. Si vous pensez, moi j'aimerais bien. Parce qu'on a quand même des idées humanistes et on aimerait bien, en particulier, que l'actuel gouvernement aille dans une vision de la solidarité sociale qui, apparemment, pour l'instant, est laissée un petit peu de côté. Donc, si nous avions tant d'influence que ça, ces idées humanistes pourraient ressurgir. Pour l'instant, elles ne le font pas. Je voudrais compléter la question de mon camarade. C'est-à-dire que moi, je pense effectivement que, par rapport à la Troisième République, votre influence sur le politique a considérablement baissé.
En revanche, et quand vous avez parlé, vous avez cité Montaigne sur l'arrière-boutique, ce qu'on vous reproche, que les gens vous reprochent, et ce que j'entends tout le temps, c'est justement la boutique. C'est-à-dire l'affairisme des francs-maçons. C'est-à-dire, par exemple, dans les tribunaux de commerce, comment les francs-maçons occupent le terrain, se passent les entreprises en difficulté, se les revendent, se les rachètent, comment, en fait, la franc-maçonnerie est devenue, de plus en plus, c'était déjà une critique, je vous l'accorde volontiers, à la fin du 19e siècle, déjà, Maurras disait la même chose sur les affairistes, sur l'affairisme. Elle a été beaucoup plus importante à cette époque-là, simplement parce que la franc-maçonnerie, de manière ouverte, était politicienne. Absolument. Et là, à ce moment-là, c'est vrai qu'il y avait des compromissions. L'affairisme n'a pas disparu. Mais non, ça n'a pas disparu. Mais ça disparaît nulle part dans aucune institution. C'est ce que je vous disais des institutions. Alors, je ne veux pas passer pour un anarchiste. Et encore, pourquoi pas? Mais c'est vrai que toutes les institutions secrètes ce risque. Nous, on fait très attention. Et moi, je l'ai écrit en particulier dans mon bouquin. On ne fera jamais passer la fraternité avant la justice de la République. Ça me paraît très important. Que les francs-maçons puissent être exemplaires à un certain niveau. Alors vous me direz qu'ils ne le sont pas. Bah oui. Eh bien peut-être, heureusement, ce sont des hommes et des femmes comme les autres. Oui, mais je trouve bien modeste, parce qu'on dit que la franc-maçonnerie est quand même à l'origine de bien des réformes sociétales. On a eu l'exemple de l'IVG, de la peine de mort. Est-ce que vous travaillez particulièrement sur les futurs dossiers? Je sais que vous êtes très impliqué dans le dossier de l'euthanasie, notamment, peut-être à double titre en tant qu'ancien médecin. Est-ce que vous avez une influence réelle sur certains dossiers qui apparaissent? Vous savez, dans la première partie de l'émission que j'ai écoutée, bien sûr, en coulisses, vous vous êtes heurté à un problème, le problème du politique, qui est l'absence de conceptualisation de l'idée, l'absence de philosophie politique. Et si la maçonnerie a un rôle à jouer, j'espère qu'elle a un rôle à jouer en ce moment, c'est justement dans cette conception-là, dans l'élaboration d'une idée, d'une évolution, dans une pleine mutation. Vous avez parlé de la France, de l'identité française, de l'Europe. C'est vrai que là, on a besoin d'une vraie réflexion et j'espère que les loges maçonniques vont s'impliquer dans cette réflexion. Est-ce qu'elle est politique? Évidemment. Que vous soyez un cercle de réflexion, ça on a bien compris. Moi je vous demande si vous avez vraiment une influence in fine sur la décision politique. On essaiera de l'avoir. On essaiera de l'avoir. Sur ces sujets-là, bien sûr. Oui, je ne me cache pas. On essaiera de l'avoir. Comment? Dans la discussion, dans la confrontation, dans la participation politique, c'est une autre histoire. Simplement parce que j'ai l'impression que la plupart des francs-maçons qui font de la politique sont dans une problématique de pouvoir qui, à ce moment-là, dépasse l'idée. Et j'espérerais qu'ils reviennent un petit peu dans les loges de temps en temps. On ne les voit pas très souvent, vous savez, dans nos loges. J'aimerais bien qu'ils y reviennent de temps en temps pour se retremper justement dans la marmite. La franc-maçonnerie n'a pas assez d'influence sur la politique française, contrairement au fantasme répandu. À mon idée, non. À mon goût, non. J'aimerais bien qu'elle ait une influence plus grande, justement, à cause de cette vision qu'elle a de l'homme. Et vous savez, peut-être une mauvaise nouvelle, la vie est courte. Et je le sais de plus en plus. Et je crois que dans cet espace que nous vivons, nous avons la totalité de ce que nous pouvons espérer. Après, peut-être. Mais après, c'est du domaine de la croyance. Et dans cet espace-là, il faudrait peut-être améliorer la vie de nous tous. Et ça, c'est une vraie problématique commune, pas seulement politicienne, mais citoyenne. Mais est-ce qu'en tant que grand maître, vous aviez des conversations en tête-à-tête avec les plus hauts responsables de l'État, Premier ministre, Président de la République? Alors, qu'est-ce qui se dit dans ces conversations? Je ne leur servais pas la soupe, en tous les cas. Je leur ai toujours dit leur fait et mon fait. Et je crois qu'on doit continuer. On n'est pas là pour accompagner la politique. On est là pour essayer d'avoir un certain nombre d'idées. On est une espèce de think tank, avec, c'est vrai, une ancienneté peut-être, nos 3 siècles d'existence. On a survécu à 3 siècles, ce qui prouve que quand même, on a derrière nous un fondement qui est respectable. Alors, j'ai cité l'euthanasie, les autres dossiers prioritaires selon vous? L'économie, une économie humaine. Oula. Une économie humaine, bien sûr. Un revenu décent pour nous tous. La possibilité de ne plus voir dans les rues ce que l'on voit. La possibilité pour les jeunes de pouvoir avoir le choix de leur destin, de pouvoir faire des études, de pouvoir s'inclure, s'épanouir, dire leur génie. Là, Nolo vous l'a dit tout à l'heure, vous parlez exactement comme l'Église et comme le nouveau pape. Mais absolument. Adhérer à la franc-maçonnerie. Absolument. La franc-maçonnerie, vous serez plus inclus dans la citoyenneté. L'Église, c'est pas trop. Oui, mais sur le discours, je vous jure qu'il y a de quoi hésiter, puisque je suis sûr que le nouveau pape pourrait tenir à la virgule près ce que vous venez de dire. Oui, pas sur tous les sujets. Ah non, mais sur ce que vous venez de dire pour la finance. Ah, mais bien sûr, sur la finance, absolument. À quelques exceptions près, il y a assez peu d'hommes politiques qui disent ouvertement qu'ils sont membres de la franc-maçonnerie. Est-ce que vous souhaiteriez qu'il en soit autrement, de manière à ce que votre message soit porté de manière plus officielle et peut-être plus audible? Moi, ça ne me gênerait pas.
Ça ne me gênerait pas qu'ils puissent le dire. Et certains le disent de manière ouverte. Jean-Luc Mélenchon, mais c'est rare. Maintenant, c'est un vrai travail de nous tous, des maçons, hein, d'arriver justement à se sortir de cette espèce de fantasme qu'on a en partie construit nous-mêmes, hein, je suis clair là-dessus. Mais il faut que maintenant on fasse l'effort nécessaire pour sortir justement de cette espèce de caniveau dans lequel on est tombé. À 5 unités près, il y a combien de francs-maçons au gouvernement? Alors là, j'en sais fichtrement. Et vous n'arrivez pas à les compter, il y en a pas. Non, il y en a peut-être 5 ou 6, j'en sais rien. 5 ou 6. Ouais, oui, Pas plus? Non, je ne crois pas, Et vous n'en savez rien? Sincèrement, j'ai jamais regardé dans les dossiers. Alors je ne suis pas un homme de dossier et je m'en fiche. Moi, je serais quand même ancien grand maître. Je me demanderais quand même à quel point les idées que je prône sont représentées au sommet de l'État. J'ai du mal à vous croire, là, quand même. On n'a ni le même âge, ni le même système de pensée, monsieur Nadeau. Ah ben, pourvu que ça dure. Merci d'être passé par notre plateau, monsieur Arcizet. Alors, je rappelle la parution de votre livre, Poétique et ascèse, un parcours maçonnique. C'est aux éditions HD. République toujours, place aux élites. Qui a eu l'idée folle d'un jour inventer l'école nationale d'administration? C'est ce sacré Charles de Gaulle.